Vino Vidi Vici, épisode numéro 13, chiffre porte-malheur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet polémique dans le monde du vin, les grands crus classés de 1855. Alors, vous allez, je vous aider un peu à démêler le vrai du faux sur ce sujet très compliqué. Et je vais vous donner mon opinion. Et je suis très content de boire ce vin pour plusieurs raisons. Un, parce que je l'adore. Je l'ai goûté plusieurs fois et ça, c'est quand j'avais pas de thunes, c'est un des premiers vins que j'ai acheté pour ma cave à Bordeaux. C'était il y a 8 ans et j'avais acheté 4 bouteilles. J'avais goûté précisément ce vin-là à plusieurs reprises parce que c'était 2015, c'était le millésime qu'on faisait déguster à l'époque à Bordeaux et j'avais eu l'opportunité d'en acheter 4 bouteilles. Ça, c'est mon avant-dernière, donc je l'ai vu évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, il va être vraiment pas mal. Enfin, à l'ouverture, à mon avis, il est un peu fermé, mais ce soir, quand je vais le boire, il va être délicieux. Euh, donc, c'est très bon. Et je vais pouvoir parler d'un sujet qui est crucial dans le monde du vin, le classement des vins de Bordeaux. Mais surtout, c'est un vin, je me suis renseigné du coup sur son histoire, qui illustre ce sujet polémique. Bah, encore mieux que ce que j'aurais imaginé. Donc, on va pouvoir raconter un peu l'histoire de ce vin, qui est très singulière. Honnêtement, à Bordeaux, ce qui est bien, c'est que il y a plein de châteaux qui pourraient faire l'objet d'un épisode à eux seuls. Donc, c'est le premier qui s'y colle dans le Médoc. Mais en tout cas, vous allez voir, et c'est un très bon vin. Château Saint-Pierre à Saint-Julien, 2015. Domaine Martin, famille Trio, Triaud, rien à voir avec le groupe de musique un peu pourrave des années 2000. Et d'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Voilà, ça c'est dit. On va pouvoir servir le vin en toute tranquillité. C'est une mouche qui s'est foutue à l'intérieur là. Eh bien écoutez, c'est conforme aux attentes dans un premier temps. Ça commence à ressembler à ce que j'ai attendu pendant 8 ans en cave. Et ce que j'aime bien, je l'ai rappelé au dernier épisode, moi j'achète les vins. J'aime bien 4. 4, je trouve que c'est un bon chiffre. Pour en avoir plusieurs dans ma cave et pouvoir les voir évoluer. Et là, il commence à être bien. Les 2 premières que j'ai ouvertes, c'était trop tôt, j'ai été impatient. Mais bon, comme j'avais 2 autres essais par la suite, eh bien, on commence à s'approcher de la vérité. Et la prochaine, ce sera le sommet, l'apogée. Après, rien ne m'empêche de racheter des bouteilles de 2015, hein, ça se trouve facilement. Et, euh, et d'ailleurs, pour un grand cru de Bordeaux, il a un très bon rapport qualité-prix parce que j'ai regardé la cote tout à l'heure. Moi, je l'avais payé à l'époque, je crois, 25 euros ou 30 euros, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on est à... C'était en dessous de la cote hein, à l'époque déjà. On est à 40, 45 euros la bouteille, 45 je crois, sur ce millésime. J'ai vu 55 dollars. Non, mais c'est peut-être même plutôt plus proche de 50 euros. J'avais fait une affaire. Bon, plutôt que de les revendre, j'ai préféré les boire. D'ailleurs, si vous voulez, une petite pub gratos, investir dans le monde des vins et spiritueux, il y a mon ami Hugo de la chaîne Rissel Alcool qui fait ça très bien. Il vous apprend comment investir dans le monde du vin. Moi, j'achète les bouteilles à un très bon prix en général quand c'est des bouteilles d'un certain niveau, mais je les revends pas, je les bois. Donc en fait, je picole à moins cher. Mm. Mm. C'est bon, c'est noble. On sent, sur un millésime assez chaud. Il mériterait évidemment soit d'être carafé, il faut attendre 1 heure hein, quand on carafe un vin, environ, soit d'être carafé, soit
Bah, évidemment, d'être attendu en cave, ça serait l'idéal. Encore, ouais, 5 petites années parce qu'on n'a pas encore les notes, un peu, truffées, un peu, de sous-bois, un peu de champignons. On commence à les percevoir, mais on n'y est pas tout à fait. On est encore sur des notes, plus secondaires, mais déjà le vin commence à avoir un certain équilibre. Il y a une très belle longueur, vous voyez, ça fait je suis sur un petit monologue là et ça continue de donner des arômes vraiment très, très, très agréables. On est sur un vin avec une dominante de Cabernet Sauvignon, comme c'est l'usage dans le Médoc. Donc là, on est à 75% à peu près, plus ou moins selon les millésimes, je pense. Ils ont 15%, je crois, de Merlot, ouais, c'est ça, et 4-5% de petits verres d'eau, et le reste, c'est du Cabernet Franc. Mais en général, dans le Médoc, et c'est les seuls qui s'y prêtent, on a une dominante de Cabernet Sauvignon plus ou moins élevée, minimum, l'essentiel du temps, minimum 60%. Sur la plupart des grands, on approche les 90%. Moi, mon grand cru classé de préféré de là-bas, c'est Pichon Baron. On est à 87% en général, à peu près. C'est ça qu'on voit sur les fiches techniques de Cabernet Sauvignon. Après, il y a d'autres vins qui vont mettre beaucoup plus de merlot. C'est très rarement, voire quasiment jamais, 100% Cabernet Sauvignon. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que dans beaucoup d'autres pays, le Cabernet Sauvignon, qui est le cépage roi sur la rive gauche bordelaise, est souvent à 100%. Et en fait, en France, on ne connaît pas forcément le goût du 100% Cabernet parce que ça n'existe quasiment pas. Ça existe beaucoup aux États-Unis, notamment dans la Napa Valley et dans d'autres endroits. Et en fait, le merlot a plus de corps, plus d'onctuosité, donc il va apporter cette petite onctuosité, alors que le cabernet est plus sur un profil intermédiaire. C'est pas un cépage très léger avec un corps très léger comme le pinot noir. C'est pas un cépage très onctueux comme peuvent l'être le merlot et la grenache. On est sur un intermédiaire. Le petit verre d'eau va souvent apporter des notes de poivre. Et le Cabernet Franc, très sincèrement, à Bordeaux, je ne saurais pas exactement dire ce qu'il apporte. On dit qu'il a plus des notes, un peu plus de poivron, parce qu'il met plus de temps à mûrir. Il y a une corrélation dans ces cépages-là avec le temps que ça met à mûrir et les notes de poivron. Euh, Très caractéristique de tous les Cabernets, mais encore plus du Cabernet Franc et encore plus d'un cépage qui avait disparu de Bordeaux et qu'on a retrouvé par hasard au Chili, à côté de Santiago, le Carmener. Mais là, les notes de poivron, on les a pas trop, parce qu'on est sur un millésime très mûr. Très noble, soyeux. Et donc, parlons un petit peu de cette région qui fait beaucoup parler et qui est très mal comprise parce que c'est extrêmement complexe. Bon, déjà, j'ai parlé d'un mot, d'un terme fondamental, grand cru classé. Et là, on voit sur l'étiquette grand cru classé en 1855. 1855, c'est, je crois, la deuxième exposition universelle. Donc à Paris, à l'époque, le souverain, c'était Napoléon III, et il voulait représenter chaque région française avec leur spécialité, leur spécificité, et on a un peu en vitesse établi un classement des meilleurs vins de Bordeaux. Alors, il manque énormément de vins qu'on appelle aujourd'hui, qui appartiennent aujourd'hui au syndicat des vins de Bordeaux. Il manque notamment tous les vins de Saint-Émilion-Pomerol qui étaient plutôt considérés comme des vins libournais. Donc à l'époque, c'était pas vraiment considéré comme des vins de Bordeaux, donc ils ont été mis à l'écart. Il n'y avait qu'un seul vin des Graves de Pessac-Léognan. On va en parler peut-être après de cette exception qui est Aubryon, qui est d'ailleurs peut-être le meilleur vin de Bordeaux que j'ai jamais goûté. J'ai goûté 2 fois, à chaque fois c'était absolument exceptionnel. Euh, et il manque, et c'est tout. Mais globalement, c'était surtout les vins du Médoc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3, 4 classements dans les vins à Bordeaux. Il y a le classement des vins du Médoc, qui inclut une exception qui est celle d'Aubryon. Donc,
il y a 5 niveaux. Donc là, on est sur un 4e cru classé. Il y a 5 premiers crus classés, donc Aubryon, que j'ai déjà cité, qui n'est pas dans le Médoc, c'est une exception, mais bon, il était tellement bon qu'ils ont décidé de le rajouter à la liste. Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, il y a Latour et Château Margaux. Alors, ce classement, on va en parler juste après, il n'a jamais évolué. À une exception près, Mouton Rothschild, qui était 2e cru classé, ils ont un peu fait pression sur le ministre de l'Agriculture dans les années 70, qui était Jacques Chirac, et Jacques Chirac a accepté de modifier ce classement et de les faire passer en premier cru classé. Bon, mais peu importe, c'est un détail de l'histoire. En tout cas, là, on est sur un 4e cru classé à Saint-Julien. Le Médoc est lui-même déjà une appellation qui est divisée quasiment en sous-appellations. Donc il y a au nord Saint-Estèphe, après il y a Pauillac, après il y a Saint-Julien, après il y a Margaux. On dit souvent que les vins les plus costauds, les plus structurés, ce sont ceux de Pauillac, et ceux qui sont, on dit, les plus féminins. Alors c'est un peu controversé parce que sexiste, blablabla. Bon, je m'en fiche, c'est un terme qui est utilisé, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils sont plus en délicatesse, plus en dentelle. Ce sont les vins de Margaux. Et en fait, Saint-Julien, c'est un peu l'appellation du Médoc qui est la plus intermédiaire, qui est un peu la plus intermédiaire, tout simplement. Il y a énormément de crus classés, mais il n'y a pas de premier cru classé. Par contre, il y a quand même des très 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 grands domaines, notamment du cru Bocaillou et Léoville-Lascaz, qui égalent quasiment les premiers crus classés. Hein. Léoville-Lascaz, sur certains millésimes, c'est aussi bon que la Tour Margaux et compagnie. Bon, alors moi, des premiers crus classés, j'ai goûté seulement Aubryon et Mouton, qui sont absolument exceptionnels. Mais et Léoville-Lascaz, j'ai goûté au moins une fois, mais dans de très mauvaises conditions. Donc j'avais pas été touché, mais en même temps les conditions étaient tellement mauvaises qu'on peut pas juger le vin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres classements à Saint-Émilion qui sont aussi controversés. Il y a le classement des vins de Saint-Émilion qui, à l'inverse du classement de 1855, est révisé tous les 10 ans. Donc à Saint-Émilion, voilà, il y a un autre système. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est un système un peu complexe. J'en parlerai quand on parlera de Saint-Émilion, mais en tout cas, il est révisé tous les 10 ans, à l'inverse de celui-là, où en fait, vous avez un château et il est à jamais classé 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a un autre classement encore, qui est le classement des vins des Graves, qui regroupe que des vins de Pessac-Léognan, et qui a aussi l'originalité d'intégrer des vins blancs secs. Et alors parfois, certaines propriétés sont grands crus classés en blanc, certaines en rouge, certaines fois les deux. C'est le cas notamment de Aubryon, qui est d'ailleurs du coup est dans 2 classements, dans le classement des Graves et le classement du Médoc. Et il y a aussi les classements de Sauternes, qui en fait est un peu le même que celui du Médoc. Et comment d'ailleurs ils ont classé ces vins? Et en fait c'est très simple, c'était une question de prix. Donc ils regardaient sur les cartes des restaurants les prix que pratiquaient les négociants à l'époque, et ils disaient voilà, Lafite Rothschild ça se vend tant, c'était en francs à l'époque, je sais plus combien. Donc tous ceux qui sont au-dessus de temps, c'est premier. Tous ceux qui sont au-dessus de... Alors, je vais donner des chiffres, je ne sais pas exactement combien c'était, mais tous ceux qui sont au-dessus de 100 francs à l'époque, c'était les premiers crus. Tous ceux qui étaient au-dessus de 80, c'était les deuxièmes, etc. etc. Et, euh, et pareil pour les Sauternes. Et d'ailleurs, à Sauternes, il y a une exception, c'est le château d'Yquem qui a été classé premier cru supérieur, parce que pendant plus de 100 ans, c'était le vin le plus prestigieux de la planète, le plus cher de tous, et donc il était vraiment le premier cru supérieur. Aujourd'hui, il est plus autant apprécié parce que les gens boivent de moins en moins de Sauternes. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Sauterne, mais ça montre un peu le prestige dont jouissait le château d'Yquem. Mais aujourd'hui, on parle d'un cas extrêmement intéressant et il illustre très bien euh, quelque part un peu, je vais le dire, les absurdités de ce classement, et ce classement qui, qui a desservi beaucoup la réputation de Bordeaux, malheureusement, même s'il n'est pas non plus dénué de sens. J'avais fait une dégustation avec un représentant du syndicat des vins de Bordeaux,
Et il y avait quelqu'un qui lui avait dit, voilà, votre classement, il n'est pas légitime, blablabla. Et enfin, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les vins, à l'époque où ils ont été classés, la surface qu'ils englobaient n'était pas la même que la surface qu'ils englobent aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de vignobles. Donc, par exemple, c'est pas le cas de Château Lapierre, mais d'autres vins, mettons Lafite Rothschild, qui en fait ont racheté après des vignes, après avoir été classés comme soi-disant le meilleur. Et donc, ils jouissaient de ce prestige avec des vignes qui n'ont jamais été classées comme aussi prestigieuses. Et donc, c'est un peu polémique parce que ils jouissent d'un argument marketing qui est figé dans le marbre, qui est figé dans la loi, mais pourtant, euh, ils ont, ils sont, ils ont inclus des vignes qui sont pas, qui sont peut-être pas aussi bonnes en fait. Et pour des domaines comme Lafite Rothschild, Léoville-Lascaz, etc., bah, en fait, l'expérience a montré que malgré les rachats de vignes qu'ils ont pu effectuer, le vin demeure d'une qualité relativement constante et on fait encore d'excellents vins dans ces domaines-là, mais il y a des domaines que je ne vais pas citer parce qu'on n'est pas là pour critiquer, mais il y a des domaines dans ces grands crus-là qui ont acheté des vignes, qui ont triplé, voire quadruplé leur surface et qui en l'occurrence, pratiquent des prix qui ne sont pas vraiment en corrélation avec la qualité. Ils sont très mauvais et qui font en fait redescendre le prestige général de tous les vins du Médoc qui les font passer pour un peu frauduleux. Et donc, et ce monsieur m'avait dit une expression qui m'avait fait amuser, un peu comme un pied de nez, un peu comme une pichenette. Il avait dit oui, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'en fait, par la suite, on s'est rendu compte que c'était relativement vrai, que les vins qui étaient dans ce classement étaient relativement meilleurs que les autres et qu'il y avait la hiérarchie, à quelques exceptions près, était tout à fait légitime. Alors que, bon, aujourd'hui, il y a des vins qui sont dans le niveau 5e cru classé, donc en dessous de ça, qui sont vraiment devenus des références mondiales. Je pense à Linge-Bage, que j'adore, je suis un fan absolu de Linge-Bage. Je pense à Pontet-Canet, pareil, qui est absolument merveilleux, qui est un 5e cru classé, et qui sont meilleurs que certains deuxième cru classé pour ces vins-là. Et alors, ce vin, euh, Château Saint-Pierre, c'est particulièrement curieux parce que c'est un vin qui avait quasiment en fait disparu. Donc c'était un vin qui était dans le classement, qui avait je sais plus combien d'hectares de vignes à l'époque où ils ont fait le classement en 1855. Et en fait, par le jeu des ventes et des rachats de vignes, c'était vraiment réduit à une peau de chagrin. Il y a même certaines années où le vin a disparu. En fait, il y a aucun vin qui a été produit avec la mention Château Lapierre. Et Lapierre, je dis Lapierre tout à l'heure, Château Saint-Pierre, excusez-moi. Lapierre, ça existe aussi, mais là c'est Saint-Pierre. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait le maire de la commune de Saint-Julien, Monsieur Martin, qui était maire de 1947 à 1989, qui était un peu le monsieur, je crois qu'on l'appelait l'âme du Médoc, qui avait un autre château à Saint-Julien qui s'appelait Gloria. Donc, c'était vraiment sa propriété. Il était vraiment amoureux de sa propriété. Et il a essayé de faire comme Mouton Rothschild, de se faire classer dans le classement, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, pour avoir un cru classé, il fallait qu'il achète une propriété. Il s'avère que celle-ci était, voilà, elle appartenait à une autre famille. Je crois que c'était la famille Sevestre. Et il a racheté ce vin et ils ont reconstitué avec la famille Martin sur plusieurs générations un vignoble qui correspondait pas vraiment au domaine originel. Donc en fait, il est quasiment reparti à zéro. Ils ont racheté des parcelles à Saint-Julien qui n'appartenaient pas au domaine originel. Donc, en fait, le vin qui a été classé à l'époque, l'étiquette qui a été classée, ne correspond pas à, à au vin qu'on a aujourd'hui dans la bouteille. Mais pour l'avoir goûté à plusieurs fois, à chaque fois, j'étais vraiment surpris. Il ressortait en dégustation, il est très aimable, notamment dans sa jeunesse, ce vin-là. Et c'est vraiment un vin très agréable. Il faut savoir que c'est le plus petit des crus classés. On est sur 17 hectares, ce qui est en Bourgogne, ça serait gigantesque. En, à Bordeaux, c'est rikiki. C'est vraiment tout petit.
17 hectares. Après, le second plus petit, c'est au Bataillet. Et après, c'est Malesco, Saint-Exupéry, qui sont deux autres bons crus classés. Mais il y en a aujourd'hui qui ont racheté massivement des vignes et qui, franchement, pour avoir goûté plusieurs fois, c'est-à-dire que ça, on goûte à chaque fois, quasiment, on est sûr que c'est bon. Il y a d'autres vins, on les goûte quasiment à chaque fois, c'est mauvais. C'est vraiment, vraiment très mauvais. Donc ce classement fait vraiment polémique, euh, mais, euh, mais bon, il existe, il est utilisé comme un argument marketing. Quelque chose dont j'ai pas forcément parlé, c'est le vignoble du Médoc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vignoble extrêmement récent dans l'histoire du vin. On a des vignobles qui aujourd'hui ont 2500 ans. Alors ça a énormément évolué tout au cours de l'histoire. Il y a des vignobles qui ont été plantés, déplantés, replantés avec d'autres cépages, des cépages qui ont disparu. Bref, l'histoire du vin est très mouvante. Mais en Europe, les premiers vignobles, c'était à peu près il y a 2500 ans. D'abord à Naples, ensuite à Marseille en France. Enfin, autour de Naples et autour de Marseille. Et ça s'est ça s'est développé. Et ce qui s'est passé en fait dans le Médoc, c'est qu'avant c'était un marécage le Médoc. Et il y a eu des ingénieurs hollandais qui ont fait des travaux, qui ont installé en fait des barrages le long du Médoc, ce qui a modifié le paysage et a révélé des terroirs très propices à l'éclosion du Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage qui a besoin de pas mal de soleil pour vraiment s'exprimer. Et donc, on est sur des terroirs de graves, alors que sur la rive droite, en face, en Gironde, plutôt vers Pomerol, vers, euh, vers Saint-Émilion, on va avoir beaucoup plus de merlot, parce que c'est des terroirs plutôt argilo-calcaires et ça se prête beaucoup plus au merlot. Et même s'il n'y a pas que des 100% merlot et qu'il y a des assemblages où parfois le cabernet domine, mais ça va être plus la terre du merlot rive droite. J'en avais parlé dans le tout premier épisode. Et la terre du cabernet rive gauche. Et à Pessac-Léognan, ça va être des assemblages qui vont varier. Parfois, on va avoir une dominante de merlot, parfois une dominante de cabernet, mais c'est plus un peu plus la surprise à Pessac. Mais là, en général, on va avoir plus de cabernet. Et en fait, donc quand au 16e, 17e siècle, ces Hollandais ont fait tous les travaux autour de la Gironde, ça a révélé un nouveau vignoble. Ils ont commencé à planter des vins et à créer des châteaux qui aujourd'hui sont parmi les châteaux les plus réputés au monde. Si je vous ai cité quelques noms, les, euh, les Laffitte, les Moutons, les Latour, ça fait rêver la terre entière, d'autant qu'on en parlera dans un autre épisode, mais ils ont été encensés par un critique américain qui s'appelait Robert Parker, qui est très controversé, presque autant que le fameux classement. Euh, et ça leur a donné un second coup de pouce après ce classement. En tout cas, les Bordelais, à l'époque, ça avait fait beaucoup de marketing. Aujourd'hui, c'est une région qui est très à la peine, qui est très critiquée à cause de cette image qu'ils ont un peu magouilleuse, notamment pardon pour le bruit, cet usage pas frauduleuse, mais un peu, voilà, ce côté un peu usurpateur de ce classement. Dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, l'étiquette de Château Saint-Pierre a changé. Là, vous voyez, tac, sur la capsule, on a les deux clés de Saint-Pierre, qui est le gardien de l'église, les deux clés qui symbolisent le royaume temporel et le royaume intemporel, donc en gros le royaume sur terre et le royaume dans le ciel. Et donc c'est sur le drapeau du Vatican, si vous êtes allé là-bas. Si vous n'y êtes pas allé, j'allais dire obligatoire. S'il y a bien un seul voyage à faire dans votre vie, c'est Rome. Mais bon, peu importe, c'est pas la question. C'est un symbole qui est omniprésent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Pierre est souvent utilisé dans le vin. Il est utilisé à Pomerol. Il y a un château qui s'appelle Saint-Pierre. On appelle Saint-Pierre à Pomerol. Un autre domaine qui est très connu, c'est Pétrus. Et Pétrus, sur l'étiquette de Pétrus, évidemment, c'est Saint-Pierre. On va retrouver les deux clés. Donc ça illustre encore une fois un peu le lien très fort qu'il y a avec la religion chrétienne, catholique, mais pas que d'ailleurs aussi
orthodoxe. On aura peut-être l'occasion un jour de boire un vin fait par des moines orthodoxes. Je verrai, je réfléchirai si j'ai quelque chose de pertinent à dire pour vous là-dessus, mais parce qu'on m'a offert une bouteille récemment qui vient du Kosovo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir un peu l'histoire du vin des moines serbes au Kosovo. Mais d'ailleurs, c'est un assemblage de Cabernet et de Merlot. Mais en tout cas, voilà, le lien fondamental qu'il y a entre l'Église catholique et le vin s'illustre une fois de plus. Et Saint Julien, si vous l'ignoriez, c'est le saint patron des voyageurs, c'est Saint Julien l'Hospitalier. En fait, il y a souvent des noms, des noms de villages qui s'appellent Saint Julien. En fait, c'était des routes de passage, donc elles étaient bénies par Monsieur Saint Julien. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Vous aurez un petit éclairage sur les vins de Bordeaux. Mais en tout cas, si vous voulez une bonne référence en cru classé, quelque chose de très classique, si vous voulez goûter des bons cabernets, si vous voulez peut-être vous réconcilier avec Bordeaux, c'est une région sur laquelle les gens ont beaucoup d'a priori, mais il y a de très bonnes choses. Moi, je j'ai pas envie de défendre Bordeaux coûte que coûte, mais parce qu'il y a des abus, il y a des mauvaises choses, il y a des mauvais rapports qui ont été pris, il y a des gens qui vendent des bouses hors de prix. Mais c'est vraiment dommage parce qu'ils effacent des propriétés comme celle-ci, qui en plus est une propriété familiale. Voilà, c'est pas un grand groupe qui a repris un château et qui en a fait une espèce de truc industriel immonde, parce que ça existe là-bas aussi. Euh, mais voilà, le Bordeaux, ça vaut le coup d'être réhabilité parfois. Ce serait bien de voilà, rendre un peu justice à cette appellation. Et à Saint-Julien, je vais vous donner une autre référence que j'aime beaucoup. C'est le château Ténac. Donc c'est la famille Perrault. Donc ce ne sont pas des crus classés, ils ont deux châteaux. Ils ont le château Corconac et château Ténac. Et les deux sont des rapports qualité-prix absolument excellents. Donc si vous voulez des bons cabernets à pas trop cher, si vous voulez changer un petit peu, si vous êtes amateur, mettons, de Languedoc, que vous aimez bien les vins ensoleillés, mais vous voulez quelque chose un peu plus, ouais, un peu différent, mais écoutez, allez sur ces bonnes propriétés, sachez seulement bien les sélectionner. Je vous ai donné deux noms à pas trop cher. Ténac, Corconac et un troisième nom, Saint-Pierre. Euh, mais ouais, ça vaut le coup. Et j'espère que vous aurez l'occasion de goûter ces vins-là, parce que ils ne déméritent pas. La semaine prochaine, de quoi on va parler? Ça, je l'ignore encore. J'ai quelques vins en stock. Peut-être qu'on va retourner dans le Rhône. Peut-être qu'on va aller en Alsace. On n'est pas encore allé. Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez voir? On peut aussi aller à l'étranger. J'ai prévu de vous faire découvrir des choses au Portugal, en Allemagne, en Espagne. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de filmer ces vidéos. Cette bouteille, elle sera ouverte comme il faut, dans le sens, le vin va s'ouvrir d'ici à ce soir. On pourra déguster ce vin du château Saint-Pierre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.